France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, alors que l'Académie française peste contre le slogan de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, qui est Made for Sharing. Venez partager. Aucun communiqué des immortels sur la traduction du titre du prochain Star Wars, qui prête en ce moment à discussion véritablement, puisqu'en anglais, le dernier Star Wars s'intitule The Last Jedi, traduction française, les derniers Jedi. Or, The Last Jedi est à la fois pluriel et singulier. Tout le monde pensait qu'il n'y avait plus qu'un Jedi. En fait, il y en aurait même plusieurs. Ce qui nous fait dire en même temps que s'il y a plusieurs... Alors, excusez-moi, parce que là, je viens de recevoir. Donc, c'est quoi ? Oui, un mail de la part de ma sœur qui me dit « Mais c'est qui ce Jedi ? Est-ce qu'il a rejoint Macron ?» Bon, ok, d'accord, on va peut-être passer à autre chose, en tout cas. Allez, eux, ils viennent d'une galaxie qui n'est pas très lointaine. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la députée d'Ille-et-Vilaine, Les Républicains et soutien de François Fillon. Isabelle Lucahenec, bonsoir. Bonsoir. Également Éric Scholl, directeur de Call International, bonsoir. Bonsoir. L'entrepreneur Aziz Seni, bonsoir. Bonsoir. Et Marc-André Delvette de Marianne, bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, 4 débats sautillants sur l'actualité. Trump, un mois déjà, et oui. Violence policière, une manifestation sous tension. Emmanuel Macron, le grand foutoir. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors oui, cette campagne présidentielle est hors norme, déjà par rapport aux candidats, ils ne sont pas du tout ceux que l'on avait imaginés, et par rapport au thème abordé dans cette confrontation électorale. On s'attendait à des passes d'armes sur le chômage, la sécurité ou l'économie. Et en fait, le sujet principal de discussion ces derniers temps, c'est l'assistant parlementaire. Ah oui, alors François Fillon est empêtré et le Front National est en passe de s'engluer. En effet, alors que Mediapart et Marianne ont révélé que Marine Le Pen aurait reconnu devant les enquêteurs de l'OLAF, qui est l'organisme antifraude de l'Union européenne, avoir salarié fictivement son garde du corps Thierry Légier comme assistant parlementaire pour, je cite, régulariser des salaires et charges non réglées. La présidente du Front National a affirmé que tout était faux et qu'elle n'a jamais reconnu quoi que ce soit devant les enquêteurs. Alors, c'est vrai qu'à l'heure de la vérité alternative, tout le monde peut désormais avoir sa version, tête haute, main propre, enfin, un petit peu. Voilà, tel pourrait être le nouveau slogan du Front National. Fake news, c'est exactement ça, selon Florian Philippot. Tout part en réalité d'une fake news, d'une fausse info de l'AFP qui a écrit absolument n'importe quoi. Marine Le Pen n'a jamais rencontré le moindre enquêteur de l'OLAF, elle n'a jamais reconnu quoi que ce soit. Le sujet qu'évoquaient Mediapart et Marianne est totalement faux puisqu'ils évoquent des salaires versés soi-disant à son assistant parlementaire alors qu'il s'agit d'une régularisation comptable. L'argent n'est jamais allé à l'assistant, il est allé à un tiers payant. Tout cela s'était fait en transparence et c'est vraiment incroyable d'avoir monté une affaire qui ne repose strictement sur rien. Le député européen Front National Florian Philippot ce matin sur RTL. Alors Marc-André Delvette, c'est vrai que le Front National est assez coutumier du fait. Concernant les assistants parlementaires, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on pointe et qu'il y a même eu des courriers de Corbeau pour pointer la question des assistants parlementaires européens du Front National. Mais là, on parle de choses sérieuses, c'est-à-dire on parle du rapport des enquêteurs du Parlement européen sur les fameux assistants parlementaires du Front National. Rapport qui a été transmis à la justice française et au parquet de Paris, qui a déjà ouvert une information judiciaire sur le sujet. Donc, quand Marine Le Pen ou Florent Philippot expliquent que c'est faux, tout est faux, que ça n'existe pas, ce que Marianne et Mediapart révèlent dans son enquête, dans leurs enquêtes, très clairement, il y a une question qui se pose sur effectivement la rémunération, notamment du fameux garde du corps, Thierry Légier, de Marine Le Pen et également de Jean-Marie Le Pen, parce que c'est quelqu'un qui se démultiplie. Donc on peut se demander s'il y a des hologrammes au Front National, mais on va dire qu'il y a plusieurs emplois au Front National liés à l'argent public du Parlement européen. Voilà, alors c'est l'Office européen de lutte antifraude. Donc vous l'avez dit, ça ne reproche pas seulement au chauffeur de Marine Le Pen, il y a également Catherine Griset, donc sa chef de cabinet, qui est à la fois le même jour, à la même heure, à Bruxelles et à Paris. C'est vrai, Éric Scholl, on se dit finalement, on a eu l'affaire François Fillon, on va en parler dans un instant, les assistants parlementaires. Là, il y a eu beaucoup de sentiments, finalement, c'est l'Europe. Bon, voilà, c'est pas si grave chez certains.
Non, c'est bien sûr que c'est grave. Et l'OLAF a fait son travail. L'OLAF est extrêmement pointilleux. Et d'ailleurs, c'est pas fini puisque ça a été transmis maintenant à la justice française depuis le mois de décembre. Le dossier est remonté à l'ancien président, et c'est lui qui avait instruit ça, l'ancien président du Parlement, Martin Schulz. Donc effectivement, l'Europe a toutes les raisons et c'est bien normal parce que sinon, on peut imaginer, si vous voulez, à partir de l'argent public, on sait bien les sentiments anti-européens et l'OLAF. Il n'y a pas que l'OLAF d'ailleurs. Tous les gens qui sont là pour contrôler l'argent européen, c'est extrêmement important. Aziz Seni, il y a une chose qui est assez intéressante quand on regarde ça finalement avec un peu de recul, on se dit malgré toutes les affaires, ça n'imprime pas sur le Front National, sur les sondages, sur ces résultats électoraux, contrairement aux autres partis, que ce soit à droite comme gauche. À votre avis, vous, pourquoi c'est... Moi, j'ai le sentiment d'abord que l'Europe, c'est loin. On le voit un petit peu lors des élections européennes, le taux de participation, l'intérêt que portent les Français. Donc ça se passe loin, c'est à Bruxelles, c'est loin. Et puis le second point, c'est que le Front National continue et reste, à mon avis, un parti où les gens vont exprimer leur colère, leur indignation du non-travail, du non-résultat de tous les autres partis qui gouvernent. Donc le tous pourri matraqué pendant des années, finalement. Pendant des années, la communication est passée et je pense que c'est surtout ça qui fait que finalement, alors que Marine Le Pen et manifestement son équipe ne sont pas plus blancs que d'autres, ça coule, ça passe comme de l'eau sur un ciret et les Français vont voter et expriment leur ras-le-bol. Je pense qu'ils utilisent plus le Front National comme un épouvantail, voire peut-être une bombe atomique si elle explose un jour, je le souhaite pas, plutôt que comme un parti où ils adhèrent aux valeurs et aux idées. Je pense pas que la France soit peuplée de fachos. Alors justement, Isabelle Le Caillé, quand vous voyez ça, votre parti aujourd'hui est un peu englué. C'est vrai qu'on en parle tous les jours de cette affaire Pénélope Fillon. Quand vous voyez le Front National, qui a aussi une affaire d'assistant parlementaire, pourquoi, à votre avis, finalement, il n'y a pas les mêmes réflexes de se dire on va le faire descendre dans les sondages? Pourquoi ça n'imprime pas sur le Front National? J'ai envie de dire ça commence et je vous remercie d'en parler parce que ça commence aussi par ça, de dénoncer des pratiques qui sont absolument frauduleuses. Donc on va s'employer dans les semaines qui viennent à le dire et à l'afficher. Quand vous dites que ce n'est pas le même sort qui est réservé à François Fillon, moi j'ai plutôt tendance à penser que ça commence à être derrière nous, cette histoire de Pénélope Gate. Mais vous le voyez bien dans les enquêtes d'opinion. Oui, il y a les enquêtes d'opinion et puis il y a la réalité vécue sur le terrain et il y a ce que nous disent les gens. Moi, il y a 3 semaines, un mois, je vous avoue qu'on recevait des courriers, des courriels, des SMS qui disaient qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on a plutôt une grande majorité de messages. Tenez bon, on est en train d'enfumer l'opinion publique sur la réalité de ce qu'a vécu François Fillon. Concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le projet des candidats. On va y revenir dans un instant, parce qu'on parlait du Front National, pas encore de François Fillon, mais l'info à 20h10, c'est Yasmina Adila. Mohamed K. entendu cet après-midi par l'IGPN. Cet ami de Théo affirme avoir été victime de violences policières. Il aurait été passé à tabac par des policiers qui ont interpellé violemment Théo à Aulnay-sous-Bois. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire. Son avocat demande que cette investigation porte sur des faits de violence volontaire avec armes. François Fillon, de nouveau chahuté par des militants lors d'un déplacement après la Réunion, Compiègne et Troyes. Le candidat était en déplacement à Tourcoing. Il a été accueilli par des manifestants munis de casseroles. François Fillon est empêtré dans une affaire d'emploi fictif présumée impliquant sa famille. Emmanuel Macron, lui, était aujourd'hui à Carpentras dans le Vaucluse. Lui aussi a été accueilli par des manifestants dès son arrivée. Des pieds noirs qui lui demandaient des excuses. En visite en Algérie cette semaine, le candidat à l'élection présidentielle a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Bernard Cazeneuve à Londres, le Premier ministre a rencontré son homologue britannique Theresa May. Les deux dirigeants ont discuté de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Notre objectif est de défendre l'unité de l'Union européenne, déclare Bernard Cazeneuve. 3e place pour la France en relais féminin des mondiaux de biathlon en Autriche. 6 médailles au compteur des Bleus dans cette compétition. Les Françaises sont arrivées derrière l'Allemagne et l'Ukraine. Joe Wilfried Tsonga a battu le Croate Marin Cilic au tournoi de Rotterdam en Hollande en 2-7, 7-6, 7-6. Le Français est qualifié pour la demi-finale de ce tournoi ATP. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, nous parlons de ces affaires judiciaires qui rebondissent sur le monde politique actuellement. On a beaucoup parlé de François Fillon, on parle également du Front National. Et tiens, justement, à propos de François Fillon, Isabelle Le Caillé, puisque vous en parliez à l'instant,
Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est de faire que François Fillon, si éventuellement il était mis en examen, dit « je continuerai jusqu'au bout ». Est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction avec finalement le personnage qui veut montrer sa probité et surtout ce qu'il a dit le 26 janvier sur TF1? En fait, ce dont on est en train de s'apercevoir, c'est que le parquet national financier qui s'est autosaisi à la suite des révélations du canard enchaîné n'est pas manifestement l'instance compétente pour juger des actes qui sont reprochés à François Fillon. Et on voit bien à la faveur de la communication qui a été produite cette semaine pour nous dire en gros il y a toujours rien. Il y a une enquête. Donc l'enquête se poursuit. Moi, je me demande qui le parquet national financier va pouvoir continuer à auditionner. Et manifestement, l'idée c'est sur la mise en examen. C'est pour ça que je vous pose la question juste. Le fait qu'un candidat dise ça alors qu'il a dit le contraire une semaine avant. Là, on est en train de se poser des questions parce que soit il y a une comparution directe, il est renvoyé auprès du tribunal correctionnel, soit on confie cette enquête à des juges qui seraient susceptible de le mettre en examen. Le seul fait qu'aujourd'hui on communique, ou cette semaine on communique sur le fait qu'en gros on va continuer les auditions, c'est-à-dire une enquête préliminaire, veut bien dire que le dossier est quelque peu vide et que le parquet national financier lui-même se rend compte que ça va être très difficile de prouver une quelconque culpabilité. Alors, donc François Fillon, il dit maintenant, moi je m'en remets au suffrage universel parce que ça commence à bien faire. Marc Van. Quand vous dites que le Penelope Gate, comme vous dites, est derrière François Fillon, c'est pas vrai sur le plan judiciaire. La décision d'Éliane Houlette, d'ailleurs, de communiquer cette semaine, jeudi exactement, en expliquant qu'il est hors de question que le dossier soit classé sans suite, montre en creux, en réalité, que le rapport de police qui lui a été transmis mercredi comportait des charges à l'encontre de François Fillon. Sinon, elle n'aurait jamais communiqué en expliquant qu'il était hors de question pour l'instant que le dossier serait classé sans suite. C'est d'ailleurs pour cela que François Fillon a changé à 180 degrés sa communication en expliquant au départ qu'il arrêterait tout s'il était mis en examen. Et maintenant que la justice bande les muscles et peut-être pourrait l'amener jusqu'à une mise en examen, il dit moi j'irai jusqu'au bout, même si je suis mis en examen. Ça montre bien qu'il y a une fébrilité du côté de François Fillon. On voit surtout que le parquet national financier joue avec le calendrier. Il reste à peine 65 jours donc avant le premier tour de la présidentielle. Le dépôt des candidatures c'est le 17 mars. Donc François Fillon qui ne reconnaît pas à cette institution la capacité de juger des faits qui lui sont reprochés, dit écoutez, moi maintenant c'est le suffrage universel, cette affaire est politique, on voit bien c'est ce qu'il nous a dit quand il nous a reçus les politique députés. Envers quoi? C'est-à-dire politique, on veut éliminer le candidat de la droite et du centre de cette élection présidentielle. Mais parce que tout le monde annonce le Front National de façon quasi assurée au deuxième tour. Moi, je dis que la messe n'est pas dite sur le sujet et que, évidemment, il faut être celui qui va être contre la candidate du Front National et, si possible, pas un candidat de la droite et du centre, si possible, un candidat des gauches, puisqu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Éric Scholl, quand vous entendez ça, ça fait pas un peu complot? Non, mais sur le fond, si il peut avoir des bonnes raisons de se dire j'y vais jusqu'au bout, je vais devant le suffrage universel. Mais néanmoins, par rapport à ce qu'il a dit devant les téléspectateurs à TF1, le 26 janvier, c'était un tel revirement que ça serait, pour le coup, il serait mort politiquement. Voilà. Je pense que peut-être qu'il a fait cette construction de se dire je suis prêt maintenant à aller affronter les électeurs, mais s'il devait être mis en examen, je crois qu'il aurait beaucoup de mal à renier l'engagement qu'il avait pris, parce que dans ce cas-là, il n'y a plus aucun engagement sur lequel il serait crédible. C'est ça, oui. Aziz Seni, sur cet engagement. Et puis aussi une autre phrase, la fameuse phrase de François Fillon cet été, imagine-t-on le général de Gaulle en examen. D'abord, on serait dans un pays nordique, cette histoire n'aurait pas lieu. Monsieur Fillon se serait retiré, il aurait été, comme d'autres d'ailleurs, à qui on aurait pu le suggérer, été régler ses affaires avant de revenir se présenter devant les Français. Ça, le premier point. Le deuxième point, c'est que quelle image on donne? Tout ça, ça nourrit le Front National. On a une crise financière, on a un taux de chômage énorme, on est en période d'attentat. Vous croyez vraiment que les Français, lorsqu'ils regardent leur télé, allument leur poste radio, ils ont envie d'entendre ça? On ne parle que d'eux, et on parle des politiques, on parle de cette situation, on plaint ou on tape sur Monsieur Fillon, mais on ne parle plus des Français. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est quand même bien ça. On a une campagne présidentielle qui a été totalement confisquée. Moi, je dis que Monsieur Fillon
on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, en disant oui, c'est peut-être légal, mais c'est pas moral. Mais ça pose une problématique, c'est qu'on a aujourd'hui des élus et des dirigeants dans ce pays qui sont sous cloche. S'ils ne l'ont pas vu moralement que c'était blâmable, c'est très très grave. Parce que vouloir être candidat à une présidentielle en se disant j'ai pas vu que c'était moral, c'est que vous êtes coupé du terrain. C'est ça la réalité. Il a rappelé d'ailleurs la liste de tous les parlementaires qui embauchent un membre de leur famille circule sur les réseaux sociaux. François Fillon a expliqué lui-même qu'en 2013, il a pris conscience que le peuple français, l'opinion publique n'était plus, je dirais, en phase avec ce genre de pratique qu'il a pratiqué 31 ans et c'est seulement maintenant qu'on vient lui chercher des coups dans la tête. Et les Français ont découvert ce qu'était un assistant parlementaire. Ont découvert à quoi servaient leurs députés. Et donc, il y a eu beaucoup de désinformations sur le sujet. Ce n'est pas qu'employer sa famille. C'est surtout la question que tout le monde se pose, c'est la femme de François Fillon a-t-elle travaillé ou non? Nous ne sommes pas les juges et François Fillon a donné tous les éléments. Il y a quand même une chose sur laquelle je vais me permettre de juger, madame. C'est la France du mérite. Le discours de la France du mérite. Le discours sur la France du travail. On a des politiques qui passent leur temps à dire la France doit donner sa chance à des gens qui sont compétents. On ne doit pas hériter d'une place, on doit la mériter. Et lorsque vous croyez de la compétence de Pénélope Fillon? Je souhaiterais savoir si elle a été mise en concurrence, oui, comme dans nos entreprises. Moi, en tant que chef d'entreprise, je reçois des GV et je mets... Je vous réexplique juste comment un député embauche son assistant parlementaire. Il faut des personnes de confiance, parce que quand vous travaillez avec un député, donc en fait, il n'y a pas d'appel d'offres. Ça s'appelle de la cooptation, ça s'appelle du réseau. C'est la première source de discrimination dans ce pays, madame. Quand on embauche un collaborateur parlementaire, où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous avez vu qu'on faisait un appel d'offres? Écoutez, on va continuer à faire la pédagogie sur la façon dont on embauche les assistants parlementaires. Ce serait peut-être que vous changiez votre façon de faire. Parce que c'est un employeur qui choisit contractuellement son assistant parlementaire en circonscription et à Paris. Isabelle Le Callennec, on va s'arrêter 5 secondes et surtout on va passer un moment de l'autre côté de l'échiquier politique puisqu'il en faut un peu pour tout le monde ce soir. L'info à 20h20, voilà, on est détendu maintenant. C'est Yasmina Adila. Grand week-end de chassés-croisés des vacanciers, début des congés de la zone A, fin des vacances pour la zone C. Résultat, Bison Futé attend beaucoup de monde sur les routes dès ce soir. On vous conseille d'éviter de quitter les grandes agglomérations. Les difficultés devraient être particulièrement intenses demain. La journée est classée noire en direction des stations de ski. La SNCF relaxée en appel dans l'affaire des 2 jeunes supporters de foot morts fauchés par un RER. C'était il y a 8 ans près du Stade de France. La Cour d'appel de Paris pointe l'imprudence des victimes. En première instance, la SNCF avait été condamnée à 280 000 € d'amende. On reprochait à la société de ne pas avoir suffisamment protégé l'accès aux voies. Un important incendie dans une résidence étudiante en Isère, dans une ville près de Grenoble. 32 étudiants ont été évacués, 6 sont hospitalisés au CHU de Grenoble pour des examens complémentaires. Un problème électrique pourrait être à l'origine de cet incendie. La sœur du roi d'Espagne blanchie dans une affaire de fraude fiscale. Un procès était intenté à la princesse Christina de Bourbon. En revanche, son mari écope de 6 ans de prison. Cet ancien international de handball est accusé d'avoir détourné plusieurs millions d'euros de fonds publics par le biais de sa fondation. Marcel Hirscher, champion du monde de slalom géant, l'Autrichien remporte l'épreuve aux mondiaux de ski à Saint-Moritz en Suisse. Déception pour les Français, Alexis Pinturo arrive 7e, Mathieu Fèvre 9e. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info avec ce soir la députée d'Ille-et-Vilaine, les Républicains, Isabelle Le Callennec, également Éric Scholl, directeur de Courrier International, l'entrepreneur Aziz Seni et Marc Andevet de Marianne. On a souvent reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir de véritable idée et en fait, si le problème, c'est qu'il en avait trop, puisqu'en 24 heures, il a à la fois dénoncé les crimes de la colonisation, tendu la main aux anti-mariage gay, tout en militant pour l'accès à la PMA pour toutes les femmes. Il croit à l'éducation pour combattre la délinquance et s'engage dans la tolérance zéro. Oui, en fait, Emmanuel Macron réussit le tour de force d'être plus clair quand il est flou. Voilà. 24 heures durant lesquelles il a réussi une belle synthèse, celle de se faire critiquer par tous les camps. Mais en fait, c'est pas du tout ça le problème, Emmanuel Macron. Les Français au quotidien, quand ils sortent dans la rue, ils se demandent si la solution elle est de gauche ou de droite. Quand ils sont le problème du chômage face à eux qu'on ne sait pas régler depuis 35 ans, leur principal problème, vous pensez qu'il est de savoir si c'est de gauche ou de droite ? Écoutez, sur les valeurs, il faut être clair. Je l'ai toujours été.
sur les valeurs fondamentales, sur les attachements à la République, sur la façon de voir les grands équilibres. Mais après, il faut, oui, un grand pragmatisme. Voilà, Emmanuel Macron, ce matin sur Radio Classique. Alors, Marc Andelvet, vous êtes un petit peu un spécialiste d'Emmanuel Macron, puisque vous avez écrit une biographie. Cette idée d'aller prendre à droite, d'aller prendre à gauche, c'est quelque chose de nouveau? Ça a toujours été le cas, vous, quand vous l'avez étudié de près, Emmanuel Macron? Ça a toujours été le cas. D'ailleurs, la biographie, comme vous dites, est intitulée L'ambigu Monsieur Macron. Donc, il a toujours joué d'ambiguïté en voulant, en fait, plaire à tout le monde. Alors, c'était le cas quand il était conseiller de François Hollande à l'Élysée, secrétaire général adjoint. C'était le cas également quand il était ministre. Généralement, sur un même dossier, il pouvait dire oui à un interlocuteur et oui à un autre interlocuteur qui était pourtant sur deux avis totalement opposés. Et donc, il continue cela, d'une certaine manière, aujourd'hui, comme responsable politique, d'autant plus que son positionnement, on va dire, central sans être centriste, de droite... Vous avez gardé la synthèse macroniste. Voilà, de droite et de gauche, avec une situation quand même aussi très complexe pour lui, avec, comme vous l'avez dit, une campagne présidentielle un peu folle, où François Fillon est donc quasiment désarmé, où Benoît Hamon arrive, et donc il est obligé de naviguer en donnant un coup à droite, un coup à gauche. Mais là, on voit que, notamment depuis son meeting de Lyon, lui-même comme ses équipes sont quand même largement en surchauffe. Vous pensez que le fait de dévoiler quelques idées, malgré tout, quand même, est-ce qu'il est à l'aise là-dedans, justement? Ou alors qu'il est tellement à l'aise dans le côté flou? Mais non, mais il en jouait d'une manière tacticienne. Mais on voit qu'aujourd'hui, maintenant qu'il devient, on va dire, le favori de l'élection présidentielle, notamment face à Marine Le Pen, voilà, tout le monde croit au sondage dans le petit milieu politico-médiatique, lui-même d'ailleurs. Et là, il se retrouve finalement plus en position d'outsider, et donc finalement, ces ambiguïtés apparaissent de plus en plus au grand jour. Mais la vraie surchauffe du côté d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'attendait, après la primaire du Parti Socialiste, à ce qu'il y ait toute une partie d'élus du Parti Socialiste, et notamment plutôt des valsistes, plutôt des libéraux. Il s'attendait à ce que ces élus-là le rejoignent. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Parce qu'en fait, ils sont restés derrière les bons sondages, enfin relatifs bons sondages de Benoît Hamon. Ils ont joué le parti plutôt que la proximité idéologique. Et ça fait partie des difficultés d'Emmanuel Macron depuis une quinzaine de jours. Éric Scholl. Oui, j'ai l'impression que chez Macron, il y a un mélange de Chirac. Et quand je dis Chirac, c'est du Chirac des fin des 70, quand il prenait la mairie de Paris, c'est-à-dire ce côté à aller séduire partout. Il faut séduire à gauche comme à droite. Et donc, il y a quand même un manque de cohérence sur l'ensemble. Et puis aussi un peu de Ségolène Royal en 2007. C'est le moment où Ségolène Royal a commencé vraiment à décoller et qu'elle avait à peu près tous les médias qui lui consacraient des unes. Alors, on constate le même phénomène, c'est-à-dire une surmédiatisation quand même d'Emmanuel Macron. Donc, il faut qu'il réponde partout à des interviews et donc en donnant des éléments, et on le voit donner des éléments qui sont contradictoires. Donc il continue à jouer sur ce flou, mais au bout d'un moment, on voit plus son positionnement. On a absolument... Enfin, vous voyez, en l'espace de quelques jours, sur la colonisation, à mon avis, pour moi, ce qu'il a dit sur la colonisation, ça relève une sorte de dérapage. Quand je dis dérapage, c'est un dérapage de communication, parce que il a lancé ce sujet. Pour le coup, on a du mal à comprendre pourquoi ce sujet arrivait maintenant dans la campagne électorale française. On a bien sûr, il était en Algérie et il fallait qu'il devait peut-être prendre parti, mais il l'a fait d'une façon presque brutale, je veux dire, avec une position que personne n'attendait. Donc ça a déclenché, si vous voulez, sur le mariage gay, vous y faisiez allusion tout à l'heure, on a beaucoup de mal à le suivre. C'est ça. Alors Aziz Seni, là on a vu, aujourd'hui il y a le petit onglet programme, d'ailleurs sur le site de campagne d'Emmanuel Macron. Vous attendez, vous, justement, le programme d'Emmanuel Macron pour savoir véritablement qui il est? Écoutez, moi j'ai un petit peu regardé, et c'est vrai que marche avant, marche arrière, ou à droite, à gauche, selon le levier de vitesse que l'on a, il parle de pragmatisme. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il fasse du pragmatisme. Je pense que dans ce pays, on peut faire du pragmatisme, mais là, j'ai l'impression qu'il fait plutôt une forme de clientélisme idéologique à aller chercher à la fois à droite, à gauche, les déçus, et puis... Ne nous voilons pas la face. Il a un profil, il est jeune, il fait un peu start-upper, il n'a pas
toutes les casseroles que d'autres peuvent avoir, que ce soit au Front National ou ailleurs. Il est un peu plus sexy que le candidat qui a été élu à la primaire. Il donne plus envie que tous les autres. Et on a presque envie de dire que dans ce brouhaha et dans ce milieu un peu grisonnant, on se dit, il a un petit peu la petite touche de fraîcheur. Allez, pourquoi pas? Il n'a pas d'expérience. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui n'a pas d'expérience à qui les Français veulent bien faire confiance. C'est extraordinaire. On va continuer à en parler dans un instant, notamment, je voudrais avoir votre avis ensuite, Isabelle Le Callennec, dans un instant, parlera également de violences policières. On parlera du premier mois de Donald Trump, où c'est assez riche. C'est normal, on fait des réserves avant le week-end. Voilà la suite des informés de France Info. C'est dans quelques minutes. Février, moi, ça me déprime. La pluie, le froid, à 18h, il fait nuit. Tu plaisantes, Antoine. Phase finale de la Champions League et de l'Europa League avec AS Saint-Etienne, Manchester United et Manchester City AS Monaco, les NBA All-Stars et l'Atlético Barça. Tu lui dois le respect au mois de février. Oui, c'est vrai, pardon. Quand même. C'est ça, la génération beIN Sport. En février, l'UEFA Champions League, l'UEFA Europa League, la NBA, la Liga et bien plus encore sont à vivre en direct sur beIN Sport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beinsport.com. France Info Météo avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design pour tous vos projets de construction et de rénovation. vk.fr. Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas. C'est un début de week-end plutôt ensoleillé qui nous attend avec tout de même quelques nuances. Autour de la Garonne et du centre-est au relief vosgien, jusqu'à l'Île-de-France et aux collines de Normandie, il faudra un peu patienter et attendre la dissipation des grisailles matinales pour profiter d'un bel après-midi. Les grisailles seront plus récalcitrantes au nord de la Seine, en Lorraine et en plaine d'Alsace, et les éclaircies resteront parfois timides l'après-midi. Sur la moitié ouest, c'est un voile de nuages élevé qui accompagnera le soleil et quelques nuages inoffensifs vont fleurir sur les Alpes du Sud et les Pyrénées-Orientales. Le ciel sera un peu plus chargé sur les pointes bretonnes et les plages sud de l'Aquitaine, mais le soleil arrivera à faire de belles apparitions. Enfin, en Corse, des nuages vont se développer jusqu'à donner quelques averses, mais on pourra tout de même profiter d'éclaircies temporaires. Les températures minimales vont perdre quelques degrés. À Nevers et Grenoble, le mercure descendra même sous les 0 degrés. Les maximales resteront stationnaires et douces pour la saison. Prévoyez 9 degrés à Strasbourg, 12 degrés au Havre, à Paris et Clermont-Ferrand, 14 à Rennes et La Rochelle, 16 à Nîmes et Calvi et 17 degrés à Bordeaux. France Info. Ouvrez l'info. Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La colonisation, un crime contre l'humanité. Les opposants, mariage pour tous des Français humiliés. Depuis mardi, les déclarations d'Emmanuel Macron déclenchent la polémique. Tout à l'heure, le candidat à la présidentielle en déplacement à Carpentras a été interpellé par des pieds noirs qui considèrent ses propos tenus en Algérie comme indécents. Hier, c'était les associations de défense de droits des homosexuels qui l'accusaient de draguer l'électorat de droite. Emmanuel Macron est-il en train de se mettre à dos aussi bien la droite que la gauche? Élément de réponse, Julie-Marie Lecomte. Emmanuel Macron illisible, évidemment, s'empresse de répondre ses détracteurs. À force d'être partout, on n'est nulle part, dit par exemple un Jean-Christophe Cambadélis, patron du PS. La garde rapprochée de Benoît Hamon interprète les deux déclarations et les réactions qu'elles ont suscitées comme la preuve de son impréparation à exercer les plus hautes fonctions. Soit il n'est pas prêt techniquement, soit il n'a pas de colonne vertébrale, ce qui revient au même, analyse un proche du candidat socialiste. Sauf qu'on s'acharne à ne l'écouter qu'à moitié, répond le camp Macron. De la colonisation, il dit effectivement aussi, il y a eu des éléments de civilisation, il tient les deux, tranche son entourage, même chose sur le mariage pour tous, il est pour, il veut même octroyer des droits supplémentaires aux couples homosexuels et à leurs enfants, ce qui ne l'empêche pas d'estimer que les opposants à la loi Taubira n'ont pas été assez considérés lors des débats. C'est sa force, conclut un ami qui se récrie face aux accusations de pêche aux voix. Sa pensée est complexe, il excelle dans la transgression, et non, il ne dit pas ce que les Français veulent entendre, loin de là. Julie-Marie, le contre-action de Jean-Luc Mélenchon. Ce soir, un Français doit peser ses mots quand il parle de l'Algérie, dit le candidat de la France insoumise à propos de ces déclarations d'Emmanuel Macron qui avait qualifié donc la colonisation de crime contre l'humanité. Après la Réunion, après Compiègne et après Troyes, ambiance agitée pour la visite de François Fillon à Tourcoing aujourd'hui. Le candidat de la droite à l'Élysée a été accueilli par des militants hostiles et des bruits de casseroles sur fond de Penelope Gate. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont, eux, entamé des discussions sur un éventuel rassemblement de la gauche dans la perspective de l'élection présidentielle du printemps. Le dialogue ne sera pas facile.
difficile, reconnaît Benoît Hamon sur France Info. Jean-Luc Mélenchon l'appelle à ne nouer aucun accord avec Emmanuel Macron. Fin d'audition pour un ami de Théo devant la police des polices. Mohamed K. affirme que les policiers impliqués dans la violente arrestation du jeune homme de 22 ans l'avaient passé lui-même à tabac une semaine plus tôt. Également à Aulnay-sous-Bois, Théo est sorti de l'hôpital hier. L'avocat de Mohamed réclame une enquête pour violence volontaire avec armes contre ces policiers. Bernard Cazeneuve reçu à Londres par son homologue Theresa May. Le Premier ministre français a plaidé pour la clarté dans le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le fameux Brexit. Il a aussi été question du rachat par PSA de Vauxhall, la marque britannique du groupe automobile américain General Motors. Il est 20h33 sur France Info. La suite et la fin des informés tout de suite. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et juste avant de plonger dans le week-end, sur un canapé bien soyeux, ils sont venus passer une tête aux informés de France Info et nous recevons ce soir la députée des Républicains d'Ille-et-Vilaine, Isabelle Le Callennec, également Éric Scholl, directeur de Courrier International, l'entrepreneur Aziz Seni et Marc Andelvet de Marianne. Nous étions en train de parler d'Emmanuel Macron qui met un peu le foutoir en ce moment, faut bien le dire. Alors Isabelle Le Callennec, c'est vrai que finalement Emmanuel Macron, on a souvent dit qu'il n'avait pas de programme. Là, il commence à avoir des idées quand même. Là, dans le Figaro aujourd'hui, il a parlé de la sécurité, il a parlé d'environnement. On commence finalement à définir un petit peu. Non, on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron, les masques tombent aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui pense qu'il vaut mieux tenir des paroles qui plaisent plutôt que des actes qui sauvent. On voit bien, et vous l'avez dit très, très justement, il n'est pas clair sur ses convictions. Il est totalement inexpérimenté et donc on a besoin, pour diriger la 5e ou 6e puissance du monde, qui est la France, de quelqu'un au contraire qui est un homme d'État, qui sait où il va, qui montre le cap, qui a travaillé longtemps sur son projet, qui n'arrive pas de nulle part, qui ne tombe pas du ciel. Tiens, comme... mais qui ça pourrait être ? Mais ça pourrait être par exemple François Fillon. Toute ressemblance serait purement fortuite, mais c'est un pur produit marketing. Et on sait très bien que dans les campagnes électorales, quand vous apparaissez au dernier moment, avec beaucoup de communication autour de vous, c'est à la fois vos qualités et vos défauts qui ressortent. Alors, et là, manifestement, les défauts de M. Macron sont mis en lumière, alors qu'un François Fillon, qui est parti depuis des mois, son projet, il est complet, il est abouti, il est chiffré. J'ai vu que M. Macron allait nous dire le chiffrage de son projet et après nous donner son projet complet. Enfin, c'est pas de la communication, c'est pas un casting là, c'est la présidence de la République française. Donc c'est quelque chose de sérieux. Éric Scholl. Mais je pense que quand même, Emmanuel Macron, s'il réussit aussi bien en ce moment, au-delà même de la personne et de tout le débat qu'on peut avoir autour de sa personne, de ses idées, il représente un renouveau dans la politique et ce qu'on voit en France, on l'a vu à l'étranger, c'est-à-dire en fait ce qu'on a vu dans toutes les récentes campagnes, que ça soit en Italie, que ça soit en Autriche, on a vu l'écartement des partis traditionnels et c'est ça qui est en jeu en ce moment. Et on le voit bien aujourd'hui avec quand même cette défiance qui peut y avoir vis-à-vis des grands partis traditionnels de gauche ou de droite. On l'a vu parfaitement en Autriche quand même. Ouais, bien sûr. Rappelez-vous de cette et je pense que Emmanuel Macron extrême droite contre Parti vert. Et les deux partis traditionnels, c'est-à-dire les sociodémocrates et les conservateurs, étaient absents de cette présidentielle. C'est ce phénomène-là qui dépasse celui de la France, sur lequel tente de surfer en tout cas Emmanuel Macron. Marc Andelvet. Éric Scholl parlait tout à l'heure de symboles utilisés par Macron. Là, il s'est brûlé les doigts cette semaine, effectivement, et notamment sur sur ses prises d'opposition sur le mariage pour tous. Quand il a expliqué que la manif pour tous avait été humiliée pendant le quinquennat, en réalité, il fait du Hollande. C'est-à-dire que Hollande, au moment des débats en 2012-2013, il reçoit la manif pour tous à l'Élysée. Ça provoque l'ire de toutes les associations LGBT, mais également de gens de gauche et progressistes en général. Et là, d'une certaine manière, vous parliez de Jacques Chirac. Là, il fait vraiment du François Hollande. Donc, en fait, son pire ennemi, d'une certaine manière, alors que jusqu'à présent, il avait réussi à faire oublier qu'il avait été quand même
même l'un des principaux collaborateurs de François Hollande. Là, sur l'histoire du mariage pour tous, il a réussi à réactiver les propres turpitudes et hésitations et non-réflexion de François Hollande sur un débat de société aussi sérieux que celui-ci. Rapidement, parce que il y a d'autres choses aussi qui se passent aussi à droite et à gauche en ce moment. Aziz Seni, quand vous voyez aujourd'hui à gauche Benoît Hamon, on le voit, qui fait campagne et qui également essaye de draguer. On a l'impression qu'il a quelques rendez-vous presque Tinder, donc avec les différents protagonistes. C'est-à-dire Yannick Jadot, c'est presque fait. Jean-Luc Mélenchon, sur ce plateau ce matin, il a dit qu'ils allaient se parler. Ils se sont parlé aujourd'hui au téléphone. Jean-Luc Mélenchon met des conditions quand même, très difficile pour que Benoît Hamon accepte. À votre avis, est-ce que finalement ça sert encore à quelque chose que Benoît Hamon aille demander à Jean-Luc Mélenchon, s'ils peuvent céder et partir ensemble au combat? Quand on voit finalement les deux hommes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. S'ils étaient amenés à s'entendre, ça crée vraiment une dynamique pour ce bloc de gauche. Maintenant, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon fait une proposition inacceptable. Il sait que c'est pas acceptable. Demander la tête de Valls ou la tête de El Khomri, c'est ridicule. Il le sait très très bien, puisqu'il demande à Hamon, qui ne se présente pas en fait, qu'il n'ait pas la vestiture. Voilà. Moi, je pense que il y a eu une erreur de casting. Moi, je pense au PS. Benoît Hamon, il y a un manque de charisme, un manque d'idées. Je vais être dur. C'est la médiocrité qui a gagné de ce côté-là. Oui. Le projet est un peu léger pour la France. Il serait même catastrophique, me semble-t-il. Après, on parle de communication pour Macron. Je trouve que justement, Monsieur Hamon en manque un petit peu. Il devrait rencontrer plus souvent Monsieur Macron que Monsieur Mélenchon, je pense. Et dans ce débat-là du rapprochement éventuel entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, on dit que Jean-Luc Mélenchon demande des têtes, mais il ne demande pas des têtes, il demande une clarification politique. Or, entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même une opposition à la fois de stratégie électorale et de stratégie à l'égard de l'Europe. C'est quand même deux choses qui sont considérables. Concernant la stratégie électorale, Jean-Luc Mélenchon considère qu'on ne peut plus rassembler, on va dire, une majorité, en tout cas passer au deuxième tour, uniquement à travers la gauche. Il veut s'ouvrir à l'ensemble des Français et profiter de ce qu'il appelle la vague dégagiste, et notamment convaincre les abstentionnistes. Benoît Hamon est pas là-dedans. Et concernant l'Europe, il est pour une opposition beaucoup plus frontale à l'égard de l'Allemagne. Parce que la question, pour l'instant, à laquelle Benoît Hamon ne répond pas par rapport à son projet, c'est quelle stratégie européenne s'il est élu par rapport à l'Allemagne? Est-ce qu'il fait la même chose que François Hollande en 2012? D'une certaine façon, il a déjà répondu puisqu'il a dit qu'il respecterait les 3%. C'est une façon quand même de s'inscrire dans le suivi de la politique de François Hollande. Donc son programme sera inapplicable dans ces conditions-là. Allez, l'info à 20h40, Yasmina Adila. Une explosion en Turquie fait 1 mort et 15 blessés. La victime est un enfant de 3 ans. Cette explosion à la voiture piégée s'est produite dans le sud-est du pays, dans une province située près de la frontière syrienne. L'immeuble pris pour cible loge des procureurs. Mohamed K, entendu cet après-midi par l'IGPN. Cet ami de Théo affirme avoir été victime de violences policières. Il aurait été tabassé et passé à tabac par les mêmes policiers qui ont interpellé violemment Théo à Aulnay-sous-Bois. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire. Son avocat demande que cette investigation porte sur des faits de violence volontaire avec armes. Je suis candidat et j'irai jusqu'à la victoire. Les mots de François Fillon dans une interview publiée dans Le Figaro. Malgré les accusations de soupçons d'emploi fictif concernant notamment son épouse Pénélope, le candidat reconnaît tout de même des conditions de campagne difficiles. En déplacement à Tourcoing aujourd'hui, il a été accueilli par des manifestants munis de casseroles. EDF prolonge l'arrêt d'un réacteur de la centrale nucléaire de Flamanville, hors service depuis le départ d'un incendie, un feu qui a pris dans une zone non nucléaire au début du mois. Ce réacteur sera à l'arrêt jusqu'à la fin du mois de mars. Joe Wilfried Tsonga a battu Marin Cilic. Le Croate s'est incliné au tournoi de Rotterdam en Hollande en 2-7, 7-6, 7-6. Le Français est qualifié pour la demi-finale de ce tournoi ATP. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors depuis la semaine dernière, c'est le sujet brûlant qui anime de nombreux débats. Le fossé se creuse-t-il entre la police et la population? L'affaire Théo n'arrête pas de nous interroger sur la manière d'agir de certains représentants des forces de l'ordre, sur leur travail et la difficulté dans certaines villes, notamment de périphérie. Samedi dernier, à Bobigny, une manifestation avait dégénéré, la polémique avait enflé et ne semble pas retomber. Demain, à Paris, se tiendra à nouveau un rassemblement, cette fois-ci à l'appel des différentes associations comme SOS Racisme, Le Cran ou la Ligue des Droits de l'Homme afin de dénoncer les violences policières. Isabelle Le Canaig, il y a Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, qui a déclaré aujourd'hui qu'il y avait toujours des tensions dans certaines villes aujourd'hui. Est-ce que, à votre avis, ça va prendre du temps? C'est le moins qu'on puisse dire qu'il y a des tensions. Moi, j'observe qu'on a voté la reconduction de l'état d'urgence. J'observe qu'on autorise des manifestations dont on voit bien qu'elles peuvent dégénérer. On a de notre pays des zones de non-droit. Il y a une enquête qui est en cours sur l'affaire que vous citiez au préalable. Un ministre de l'Intérieur qui, face à ces situations-là, vous dit qu'il y a des tensions. Je pense qu'il n'a pas tout à fait pris la mesure de ce qui est en train de se passer dans nos quartiers. Et attention, en effet, à ce que ça ne s'enflamme pas. Mais on est en état d'urgence. Comment expliquer qu'on autorise des manifestations à se tenir alors qu'il y a un risque réel? C'est ça. Alors, Éric Scholl, on l'a vu quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis le début de l'affaire Théo, est-ce qu'on peut dire que finalement il y a eu des tensions, mais ça n'a rien à voir avec celle, bien sûr, de 2005 de Clichy-sous-Bois, après Ziad Ebouna. Est-ce que finalement François Hollande et le gouvernement a bien géré cette situation? Par exemple, en se déplaçant au chevet de Théo, en allant sur le terrain. Est-ce que je pense qu'ils ont quand même vu tout de suite dès le départ que ça pouvait être, qu'on est quand même sur des sujets ultra sensibles. Mais là, c'est plutôt, je dirais, du côté de la police que ça a été mal géré. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, parce qu'il y aurait dû avoir du côté un éclaircissement beaucoup plus rapide. Cette histoire d'accident était totalement inaudible. Ça a été, je pense, une catastrophe en termes à la fois de communication et puis évidemment dans ce cas il aurait fallu avoir une sanction beaucoup plus rapide et surtout une transparence plus forte. Vous savez, on a un problème. Je ne sais pas qu'il y a tant de violences policières que ça en France, surtout quand on compare par rapport à l'étranger et en particulier par exemple aux États-Unis ou ailleurs. Par contre, on a un énorme problème de reconnaissance, de transparence de la part des autorités publiques françaises là-dessus. Marc Vandaven. Le rapport de l'IGPN et ses conclusions ont mis le feu aux poudres, parce que conclure un accident par rapport aux faits rapportés, c'est prendre les gens pour des idiots quand même à un moment donné. Le juge d'instruction, d'ailleurs, a mis en examen pour viol. C'est les faits qui sont pour l'instant retenu dans la mise en examen. Et le juge d'instruction avait en sa possession le rapport de l'IGPN. Donc il a considéré que par rapport aux autres éléments d'enquête qu'il avait, ça allait dans ce sens-là. Après, moi, ce que je trouve dramatique dans cette histoire-là, c'est que après 5 ans de gouvernement de gauche, la question des quartiers et des quartiers populaires n'est quasiment pas été traitée par ce gouvernement. Quand François Hollande parlait de la jeunesse en 2012, quel constat d'échec par rapport à cette jeunesse des quartiers? C'est quand même incroyable qu'on en soit arrivé à la même situation qu'en 2005. C'est une catastrophe d'un point de vue politique et démocratique, et notamment d'un point de vue de gauche. Ce n'est pas acceptable que François Hollande et la majorité socialiste n'aient quasiment rien fait concernant les quartiers populaires, que ce soit sur la question du chômage, de l'emploi, la question de la sécurité. Ce n'est pas normal. Aziz Seni, c'est vrai que la question du rapport entre la police et la population s'est posée après cette affaire Théo. Aujourd'hui, est-ce que finalement, certains disent en France, il n'y a pas de réflexion sur ce sujet, c'est-à-dire sur le rapport police-population comme il y a pu y avoir en Angleterre, comme il y a pu y avoir en Allemagne. Est-ce que finalement, il ne serait pas temps, à un moment aussi, d'avoir cette réflexion? Cette réflexion, elle est utile. Et la réflexion, elle passe d'abord par le fait de reconnaître que la police est à l'image de notre société. Il y a, comme dans les quartiers, comme dans le milieu politique, comme dans le milieu économique, une minorité de pourris. Et il faut les dénoncer. Et ce que je regrette d'ailleurs, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que le rapport de l'IGPN donne le sentiment qu'il y a des gens qui couvrent leurs collègues. On ne va pas dénoncer. Alors moi, ce soir, je lance un appel. Que les bons flics dénoncent ceux qui salissent
l'uniforme. On est en période de crise d'attentat. On a besoin de notre police. On a besoin que la population fasse bloc derrière notre police. Il faut sortir les brebis galeuses de ce troupeau parce que ça met le feu aux poudres au sens propre comme au sens figuré. Enfin, juste pour revenir sur ce qui a été dit juste avant, concernant la gauche, si la gauche avait réellement envie de solutionner les problématiques en banlieue, ça se saurait depuis très longtemps. Depuis 2005, rien ne s'est passé. J'ai le sentiment de revivre, je vois des reportages, je vois des commentaires, j'ai l'impression de réentendre encore une fois la même chose. Mais on peut être sûr d'une chose, c'est que M. Hamon ira en banlieue chercher à nouveau les électeurs pour leur dire on a besoin de vous, leur refaire des promesses et encore une fois, ne rien avoir. C'est le credo du Parti Socialiste depuis les années 80. Hein. Voilà, alors en effet, Isabelle Le Callennec, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je parlais de réflexion par rapport à la police, c'est vrai que on a vu des policiers manifester cet automne, on s'est rendu compte après cette attaque à Viry-Châtillon, la précarité de certains commissariats. Est-ce que finalement la réponse ne doit être qu'avec ces moyens d'armer davantage ? Est-ce que finalement aujourd'hui ce rapport police-population ne mérite pas ? Moi, je pense que vous avez raison. Ça mérite une réflexion, ça mérite de l'action. Le rapport non seulement entre la police et la population, mais aussi entre la police et la justice. Ce que les policiers nous disent quand on les rencontre, c'est que lorsqu'ils prennent entre guillemets des délinquants la main dans le sac, j'ai envie de dire, il ne se passe rien derrière. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une forte tension entre les uns et les autres. On n'a jamais autant rendu hommage aux policiers et aux gendarmes que dans cette législature. Je vous passe les attentats et au contraire, on avait le sentiment que les Français retrouvaient en leur police, en leur gendarmerie, dans les forces de l'ordre, dans les pompiers, tout ce qu'ils souhaitent voir comme, je dirais, valeur justement portée de cohésion sociale et nationale. On a applaudi au contraire les actions des uns et des autres. Je rappelle quand même que chaque année, c'est 17 000 policiers et gendarmes qui sont blessés et il en meurt parfois sur le terrain. Là, on parle aussi d'une affaire de racisme. Vous voyez, non, mais on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut tenir des propos très équilibrés. On peut pas voir dans cette affaire-là tout le noir ou tout le blanc, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous avez raison de dire que il faut non seulement des moyens. François Fillon a été très clair sur les moyens qu'il veut donner à la justice et à la police, mais il faut aussi une nouvelle organisation et sans doute une nouvelle approche de tous ces faits de délinquance. C'est pour ça aussi que François Fillon propose d'abaisser l'âge pénal à 16 ans. Est-ce que c'est ça alors, Aziz Seni, voilà, quand on entend ce genre de réflexion, parce qu'on en prend de plus en plus souvent. On peut pas être que sur le pénal. La police, on en a besoin. Et le pénal, c'est important quand même. La sanction, c'est important. Là, j'en suis même à l'évaluation psychologique, pour ne pas dire psychiatrique. On enfonce une matraque à hauteur de 10 cm dans l'anus d'un individu. On ne peut plus parler de pénal, où on a besoin d'une police qui soit compétente, en qui on a confiance. Et d'autant plus que ça se passe à Aulnay-sous-Bois, sur un individu qui est de couleur noire. Vous vous rendez compte de l'impact d'un seul policier sur un pays, sur une psychologie collective, sur la cohésion nationale. Non, madame, il y a une responsabilité plus forte chez la police que chez les habitants de ces quartiers ou les Français en général. Pourquoi ? Parce qu'on a des gens qui sont formés, à qui on donne une arme et à qui on confie une responsabilité. Le policier, quoi qu'il arrive, sera toujours plus responsable que les personnes qu'il contrôle ou que la population d'une manière générale. En tout cas, c'est bien sûr une affaire qu'on continuera à suivre dans les informés de France Info. Et dans quelques minutes, nous allons partir de l'autre côté de l'Atlantique. L'info à 20h50, Yasmina Adila. Les trains ne circulent plus entre la France et le Luxembourg. Selon nos confrères de France Bleu Lorraine Nord, la reprise du trafic est prévue pour mardi prochain. Un accident de train a provoqué cette interruption de circulation. Un fret et un train de voyageurs sont entrés en collision. Accident qui s'est produit mardi et qui a fait un mort et 2 blessés. Emmanuel Macron accueilli par des manifestants pieds noirs. C'était aujourd'hui à son arrivée à Carpentras dans le Vaucluse. Ils lui ont réclamé des excuses. En visite en Algérie cette semaine, le candidat à l'élection présidentielle a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Bernard Cazeneuve à Londres, le Premier ministre a rencontré son homologue britannique Theresa May. Les 2 dirigeants ont discuté de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Notre objectif est de défendre l'unité de l'Union européenne, déclare Bernard Cazeneuve. Le Sénat américain confirme la nomination de Scott
Priut, ce climato-sceptique, a été nommé par Donald Trump pour diriger l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. 3e place pour la France en relais féminin des mondiaux de biathlon en Autriche. 6 médailles au compteur des Bleus dans cette compétition. Les Françaises sont arrivées derrière l'Allemagne et l'Ukraine. La déception pour les Français au championnat du monde de ski alpin à Saint-Moritz en Suisse. Alexis Pinturo termine 7e au slalom géant. Mathieu Fèvre, lui, est arrivé 9e. C'est l'Autrichien Marcel Hirscher qui remporte la médaille d'or. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info. Et lundi, lundi, ça fera un mois que Donald Trump est rentré à la Maison-Blanche et on est fatigué, en fait. On est crevé, rincé, presque impossible à suivre. Depuis le 20 janvier, ça n'arrête pas. Démission, décret anti-immigration, crise avec le Mexique, colère contre les magasins qui ne vendent plus les chaussures de la fille du président, tension avec l'Europe, affaire avec la Russie, porte-parole évoquant un attentat qui ne s'est jamais produit sur le sol américain et des tonnes de tweets. On arrête là, pour l'instant. Hier, Donald Trump donnait une conférence de presse pour évoquer ce premier mois dans le bureau ovale. Et cette conférence de presse ne s'est, pas très bien passée, puisque face aux journalistes, le président des États-Unis n'a pu s'empêcher de régler ses comptes. Donald Trump ressuscite le programme Jackass, mais au niveau de la première puissance mondiale. Et pourquoi cela a du mal à se mettre en place ? À cause de la presse, bien sûr, Donald Trump. Malheureusement, beaucoup de médias à Washington ainsi qu'à New York et Los Angeles ne parlent pas au nom du peuple, mais au nom d'intérêts privés et pour ceux qui profitent de manière très, très évidente d'un système détraqué. La presse est devenue tellement malhonnête que si nous n'en parlons pas, nous causons beaucoup de tort au peuple américain. Énormément de tort. Voilà comment Donald Trump a donc commencé sa conférence de presse face à que des journalistes devant lui. Éric Scholl, alors c'était assez étonnant parce que cette conférence de presse a été improvisée. Il a prévenu tout le monde au dernier moment. Oui, normalement d'ailleurs c'était fait pour annoncer le nom du nouveau ministre du travail, parce que justement le ministre du travail qui avait été nommé a été réfuté n'a pas été réfuté, mais il y avait une hostilité du Sénat incroyable, tout ça parce que ce ministre du travail avait employé une personne au noir, donc de toute façon on ne pouvait pas passer la rampe. Donc il a dû le changer, il annonce son nouveau nom, et en fait il en profite pour faire cette conférence de presse au cours de laquelle il revient sur ses débuts, il revient surtout sur lui, sur Donald Trump. Il faut la regarder la vidéo parce que c'est très surréaliste, on est quand même dans un règlement de compte. Depuis 4 semaines, on est dans quelque chose de totalement surréaliste. Simplement, c'est quand même le président des États-Unis. Et c'est ça qui rend cette dimension-là, avec ses attaques perpétuelles contre la presse. C'est pas nouveau, puisqu'il avait commencé pendant toute sa campagne. Il s'en était pris à tous les médias, je dirais les médias, ce qu'on appelle en anglais mainstream, c'est-à-dire les grands médias traditionnels. Il a lui-même ses propres médias, ses réseaux sociaux, mais il attaque bille en tête le New York Times, le Wall Street Journal. Les deux étaient particulièrement visés dans cette conférence de presse hier. Et si vous voulez, il veut continuer à dialoguer en direct avec le peuple américain. S'il a fait cette conférence de presse, c'est qu'il a quand même conscience que ces 4 premières semaines ont été pour le moins chaotiques. Alors lui, il dit non, c'est pas chaotique, ça s'est plutôt bien passé. Le vrai chaos, il était là, c'est Obama qui l'a installé, et j'ai découvert une situation, c'est ça qu'il a expliqué, qui était totalement chaotique. Enfin, on voit bien quand même qu'en 4 semaines, vous avez rappelé toutes les crises qui se sont passées, on a l'impression que rien ne s'est installé. Il y a quand même un tout petit point, je finis là-dessus, un tout petit peu quand même rassurant, si je puis dire. Il y a eu cette semaine des rencontres du secrétaire d'État à la Défense, de son secrétaire d'État à Bruxelles, notamment avec les Russes, et on voit quand même que là, les discussions sont sérieuses. Elles sont beaucoup plus sérieuses, je dirais, que celles que l'on peut voir à la Maison-Blanche. Alors, Marc-André, c'est vrai qu'on a vu cette semaine à la fois le Premier ministre japonais, canadien, israélien, et tous ont été assez surpris quand même du style Trump, notamment sans la manière de serrer la main. Enfin bref, tout est compliqué. Et tout, quand je reprends ce terme de surréaliste, c'est vrai que ça semble surréaliste. Et on parlait du Wall Street Journal. Ils avaient fait une enquête, notamment sur la conversation entre le Premier ministre australien et Donald Trump, qui fut aussi haut en couleur, parce que la conversation qui devait durer 1 heure, en fait, a été interrompue au bout de 28 minutes, tellement la situation est inacceptable pour le Premier ministre australien. Il y a un point positif quand même dans cette situation quand même très très problématique, y compris pour la stabilité du monde, parce que quand même les États-Unis c'est la première puissance
mondiale, c'est, je trouve quand même la maturité du système institutionnel américain. C'est-à-dire que les grands médias tiennent encore bon, et notamment les magistrats, voilà. Et donc, quand le Conseil de sécurité nationale, Michael Flynn, a été mis en cause pour avoir parlé avec un diplomate russe avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, finalement, il a été obligé de démissionner. Et ça, je ne suis pas sûr que dans d'autres démocraties, les contre-pouvoirs auraient été aussi efficaces. Juste une chose, Isabelle Le Callennec, alors je sais que vous êtes en campagne en ce moment, donc vous n'avez pas trop le temps de regarder autre chose, mais c'est vrai que quand même, bien sûr, comme tout le monde, vous regardez ce qui se passe aux États-Unis. Quand vous voyez ces 4 premières semaines de Donald Trump, vous en tant que politique, justement, comment vous le regardez? Vous venez de le dire, hein, c'est un président pour le moins atypique. On est obligé de faire avec. Hein, les Américains l'ont choisi, donc on ne fait pas d'ingérence. Hein. C'est leur président des États-Unis. Moi, je trouve qu'on en parle beaucoup. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de ce qui se passe en Europe. Oui, mais ça a des incidences directement sur l'Europe, hein, vous voyez. Oui, ça a des incidences sur l'Europe, mais on est d'abord, entre guillemets, maître chez nous, en France et en Europe. Et je pense que si on veut parler à tous les grands responsables de la planète, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est la Russie. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Et donc moi, je trouverais très important, d'ailleurs si dans Courrier International vous faisiez une spéciale Europe, moi je trouverais ça très intéressant. Cette semaine, vous verrez ce qui se passe dans les Balkans. On fait un dossier sur les Balkans. Justement, Isabelle Le Callennec, ça doit se terminer. Merci beaucoup d'ailleurs d'être passé sur les infos de France Info. Merci Aziz Seni d'être passé ce soir. En tout cas, justement, la une de Courrier International cette semaine. Alors, sur les Balkans, les tensions, la nouvelle poudrière dans les Balkans. Voilà, et je rappelle donc mercredi, c'est ça ? Mercredi, votre hors-série donc sur la France, le temps des révolutions, ce que la presse étrangère pense de la France, c'est toujours assez savoureux à découvrir, ce que nos voisins pensent de nous, et la une de Marianne cette semaine. Les juges et les politiques, pourquoi ils se détestent ? Ah bah justement, tenez, vous allez pouvoir la donner à Isabelle Le Callennec. Pour toute la semaine. Ça va être formidable. Allez, il est temps pour nous de retrouver Jérôme Cadet, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Quel est le problème de Classico ce soir ? Alors on a une belle semaine de Ligue des Champions notamment, c'est un peu retour à l'ordinaire ce soir, mais c'est l'AS Monaco qui joue à Bastia, donc il y a un petit air de Coupe d'Europe. On va vivre cette rencontre, les déboires d'Alexis Pinturo, le meilleur skieur français qui a été battu aujourd'hui une nouvelle fois au championnat du monde de ski à Saint-Moritz, déboires de Dan Carter, champion du monde de rugby, contrôlé en état d'alcoolémie, en état d'ivresse au volant dans les rues de Paris. On verra si sa saison va pouvoir se relancer. Puis Arsène Wenger qui a été battu sèchement en Coupe d'Europe cette semaine avec Arsenal, pourra-t-il rester sur le banc des Gunners ? Voilà, on en débat. Et ben voilà, votre débat sport, le Classico, c'est dans quelques minutes sur France Info.